Bienvenue chez Équilibre, le podcast dédié à toutes les femmes en quête de bien-être. Nous explorons les multiples facettes de la féminité, de la nutrition à la beauté, en passant par le bien-être mental et physique. Rencontre des experts de la santé, des coachs, des femmes inspirantes qui partageront leurs conseils, leurs expériences et leurs histoires pour t'accompagner dans ton parcours vers l'équilibre. Prépare-toi à être inspiré, informé et motivé à prendre soin de toi à chaque étape de ta vie. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Équilibre. Je suis super contente de partager ce moment avec toi. Avec plaisir. Merci de m'avoir invitée. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, Marine. Alors Marine, toi tu es experte en psychologie intégrative et holistique et tu es spécialisée en thérapie brève. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Super, on est ensemble pour parler d'un sujet qui va intéresser plein de femmes. En tout cas, moi ça me parle à 200%. Tu sais bien, moi, Marine, j'adore traiter vraiment tout ce qui est autour de la santé mentale de la femme. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est ensemble pour parler de charge mentale. On parle souvent de charge mentale, mais concrètement, c'est quoi la charge mentale? Il y a quoi derrière ce terme générique de charge mentale? Alors, si je devais faire simple, la définition de la charge mentale, c'est l'ensemble des pensées qui vont planifier et gérer le foyer. Donc, c'est le fait d'anticiper les tâches à accomplir. Donc, c'est là où je dis qu'il y a la première confusion. En fait, c'est planifier et c'est pas exécuter. La question, c'est pas est-ce que je fais autant de tâches que mon partenaire, par exemple, ou que ma partenaire, mais c'est en fait, est-ce que lequel de nous deux pense à ça? Lequel de nous deux planifie, lequel de nous deux anticipe ce qu'il va y avoir à faire, en fait. Ok. Et dedans, il y a d'autres charges souvent qui passent un peu inaperçues, mais qui sont réelles et du coup qui vont évidemment augmenter la charge sur les femmes, notamment sur leur santé mentale et physique, puisque c'est un podcast de femmes, je parle davantage de ça, évidemment. Je dis pas que c'est pas le cas pour les hommes. Du coup, il y a la charge domestique, ça c'est la charge mentale dont on parle en général quand on dit la charge mentale, le quotidien, les tâches de la maison, les enfants, etc. Mais il y a aussi des choses qui pèsent sur les femmes en général, c'est la charge émotionnelle du coup. Être à l'écoute des besoins des autres, faire du lien social, ça veut dire je vais penser que c'est l'anniversaire de un tel, il faut acheter un cadeau pour le bébé là qui vient de naître, il faut faire attention parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas invité tels amis, on va les inviter pour maintenir les relations, etc. Avoir un petit peu ça en tête pour faire en sorte que ça fonctionne bien, que la vie sociale et émotionnelle de la maison fonctionne bien. Il y a aussi évidemment du coup gérer la parentalité. Moi je le vois parce que je donne beaucoup de conférences parentalité, famille, etc. En fait, la plupart du temps, c'est que les femmes qui viennent. Elles viennent, elles se renseignent, elles ont lu les livres, elles font les ateliers, etc. Et évidemment, du coup, réfléchir à comment régler les conflits dans la famille, comment faire attention. Je vois, par exemple, chez mes patientes, elles vont dire il y a un problème de relation entre mon mari et mon enfant. Je vais réfléchir à trouver des solutions, je vais les conseiller. Enfin voilà, c'est pas le mari qui va dire j'ai un problème avec mon enfant, je vais aller lire un bouquin, je vais aller m'inscrire à un atelier, je vais réfléchir à ce que je dois faire. Oui, c'est vrai. C'est souvent les femmes qui portent ce genre de responsabilité. Ouais. Et donc on en reparlera après, mais c'est pas anodin que ça soit les femmes qui fassent ça. Il y a la charge contraceptive, du coup. Penser à prendre la pilule, penser à acheter la pilule, penser à prendre la pilule, payer la pilule, gérer les conséquences si on a loupé la pilule. Ce genre de choses-là aussi, qui, mine de rien, est constamment dans notre tête, en fait, quand on prend une contraception et quand on n'en prend pas, même trouver comment faire autrement, évidemment. La charge sexuelle, c'est ce que certaines appellent la 3e journée, le fait de réfléchir en fait à plaire, à se maquiller, à s'épiler éventuellement, faire du sport, avoir une belle tenue, être chic, ne pas avoir trop de rides, mettre une belle lingerie, tout ce genre de choses-là. Réfléchir, et je le vois aussi chez des patientes, ça va être anticiper, là on va aller en vacances, on va aller à la plage, du coup ça veut dire que je veux m'épiler d'abord parce que mon mari va trouver ça horrible, sinon ce serait pas possible, et puis il faut que j'aille faire attention à ça. C'est vraiment aussi, mine de rien, une charge qui prend de l'énergie et de l'espace disque dur, entre guillemets, dans notre tête, en fait. Tant qu'on est en train de penser à ça ou de s'occuper de ça, on n'est pas en train de faire autre chose. C'est exactement ça, Marine. Cette notion du disque dur, c'est extrêmement parlant. Et je rajouterais là-dessus que, en fait, c'est pas du temps pour soi. Avoir du temps pour s'épiler, par exemple, c'est pas ce que j'appelle du temps pour soi de qualité. Je dis ça parce que ça m'est arrivé avec une patiente il y a pas longtemps. Où je lui ai demandé mais qu'est-ce que vous prenez comme temps pour vous, en fait, c'est quoi les moments vraiment pour relâcher, penser à rien, penser à soi, se faire du bien, etc. Elle m'a dit oui, de temps en temps quand même je prends du temps pour m'épiler toute seule dans la salle de bain.
s'épiler, ça n'a jamais été une activité agréable. On le fait pas réellement pour soi. En général, on le fait pour les autres et pour se sentir bien par rapport au regard des autres. Mais on n'est pas sur un vrai temps de ressourcement où on s'accepte et on se sent bien comme on est, quoi. Oui, complètement. Et la dernière chose, du coup, en général, qui est aussi importante et qui va peser, notamment maintenant à l'époque où on parle d'éco-anxiété et de choses comme ça aussi, qui sont des nouveaux termes qui sont importants, ben la charge écologique, en fait. Le fait que les femmes, elles vont anticiper l'impact écologique des choix, je vais acheter ça mais pas ça, transformer nos habitudes, tiens, avant on faisait comme ça, peut-être que maintenant on devrait faire comme ça, est-ce que tu as pensé à faire ça? Tout ça, c'est aussi une charge qui se rajoute et qui fait que, mine de rien, bah, ça fait beaucoup sur nos cerveaux. Alors, merci beaucoup Marine pour ces éléments de réponse. C'est beaucoup plus clair et on comprend bien que derrière ce terme générique charge mentale, il y a énormément de choses et ça peut vraiment entraîner une réelle souffrance. Alors, moi j'ai une question Marine. Est-ce que la charge mentale touche autant les hommes que les femmes et pourquoi? Bon, je t'avouerai que j'ai déjà ma petite idée pour la réponse, mais ça m'intéresse d'avoir aussi ton point de vue. C'est une bonne question, surtout que quand on a partagé sur les réseaux à propos de cet événement-là, de ce podcast, et c'était aussi le cas quand j'avais fait une conférence. J'avais fait une conférence pour Levallois-Perret sur le même sujet, et pareil, dès que j'avais mis un peu de la promo à propos de ça, j'avais plein d'hommes qui m'ont dit « Oui, mais aussi les hommes, on n'y pense pas assez, etc. Nous aussi, on souffre. » Et je doute pas que certains hommes souffrent de ça, mais quand même, je pense que là, c'est le moment de pas se voiler la face non plus sur le fait que la charge mentale et toutes les charges dont je viens de parler, pour le coup, sont incluses dedans. C'est surtout la charge des femmes, la plupart du temps. Ok Marine, c'est très clair. Mais pourquoi c'est surtout un problème féminin? Comment tu l'expliques? Pas anodin. C'est parce qu'on a en fait une éducation genrée dans notre société. On attend des filles qu'elles prennent soin, qu'elles soient à l'écoute, qu'elles soient patientes, qu'elles plaisent aux autres. L'exemple auquel j'ai pensé la dernière fois, c'était que en fait j'ai un fils et une fille. Et mon fils, en général, au cadeau d'anniversaire, il va avoir des cadeaux, des jouets, des choses soit pour apprendre, soit pour s'amuser, voilà. Alors que ma fille, on va plus facilement lui offrir des habits, du maquillage, des choses comme ça, en fait. Et mine de rien qu'avec ça, on leur montre tous les deux où est la priorité et on investit, entre guillemets, on leur suggère d'investir du temps d'un côté ou d'un autre. Donc c'est juste un exemple, mais c'est assez flagrant et je l'ai vu aussi c'est pas juste mes amis ou ma famille qui envoient ce genre de cadeaux, hein, c'est un truc que je vois beaucoup aussi dans les anniversaires des enfants, des amis de mes enfants, ouais, où c'est pareil, les filles elles vont avoir vachement de choses comme ça et les garçons ils vont plutôt avoir de quoi s'amuser, jouer ou voilà, développer leurs compétences d'une manière ou d'une autre. Et il y a aussi là-dedans le fait qu'on suggère aux femmes là en ce moment dans notre société cette espèce de mythe de la Wonder Woman qui en réalité ne va que vous mener au surmenage, hein. Il y a pas de raison, il y a pas de solution pour devenir Wonder Woman et que ça marche en réalité. On est un être humain, on a un seul cerveau, on n'est pas fait pour faire ça. Exactement, et c'est un mythe qui en plus met vraiment la pression aux femmes. Et en fait on va faire croire du coup que c'est normal et c'est ce qu'il faut. De réussir à la fois bien gérer sa carrière, avoir une promotion, avancer, etc. En même temps, pouvoir s'occuper des enfants, les allaiter, faire les purées bio maison. En même temps, le soir, il faut encore avoir de l'énergie pour faire du sport, pour être jolie et perdre le poids de sa grossesse, parce que ce serait terrible de pas être comme avant. Ah bah oui. Et puis de se faire belle, de séduire son partenaire, de réussir à penser notamment la charge écologique en même temps, toutes ces choses-là. Enfin, en fait, on voit bien qu'on demande aux femmes de tout faire et qu'on trouve ça normal. C'est dommage, c'est un anglophone, mais il faudrait vraiment le traduire et qu'on le partage. Il y a un super compte Instagram la dernière fois qui avait publié une fausse couverture de magazine, en fait, en faisant comme si c'était un magazine pour les hommes et en changeant et en gardant les mêmes titres, mais pour les hommes, comme comment faire pour séduire encore votre femme tout en étant un super papa pendant la journée. Comment faire pour, alors que vous venez d'être au bureau et de sortir à 19h, vous pouvez vous rafraîchir et être beau en rentrant. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Comment faire pour allier les deux, enfin toutes ces choses-là en fait. Et quand on le voit par rapport aux hommes, ça nous choque et on trouve ça incroyable. Alors Oui. qu'en fait, les femmes, on reçoit ce genre de messages depuis des années en permanence. Et évidemment, ça a un énorme impact sur notre estime de nous, sur les challenges qu'on va se mettre, sur les attentes qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes et aussi sur les attentes que les hommes ont par rapport à nous, en fait, hein, mine de rien. Ok Marine, alors moi, je vais faire l'avocat du diable et je vais te poser une question. Et je pense que beaucoup de femmes qui font face à une charge mentale ont déjà entendu ce genre de propos de la part de leur compagnon ou de leur mari.
D'accord? Alors, voilà. Donc, ok, tu travailles, tu t'occupes de la maison, tu gères la vie du foyer, etc. Tu fais plein de choses. Mais moi, concrètement, je t'ai jamais demandé d'en faire autant et personne ne t'a demandé d'en faire autant. Alors ça, Marine, ça c'est une réalité et c'est souvent ce genre de réaction auxquelles font face les personnes justement qui sont dans ce cas de figure de charge mentale. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette remarque et de ce genre de réponse en fait? Bah, je pense que c'est c'est plus ou moins vrai. En réalité, c'est quand on pense à ça, en fait, c'est mettre de côté l'impact du conditionnement qu'on a, en fait. On va Mm. conditionner les femmes à faire ça, de la même manière, on va conditionner les hommes à ne pas gérer les problèmes émotionnels, à leur dire de cacher leurs émotions, à ne pas les encourager à développer leur intelligence émotionnelle et en fait, là-dedans, du coup, il y a beaucoup moins de libre arbitre que ce qu'on pense et une fois qu'on a conditionné une petite fille, puis une femme à lui apprendre que c'est comme ça qu'elle sera aimée, que c'est comme ça qu'elle va faire pour être en sécurité. En gros, si on parle de sécurité affective, etc., bah, c'est hyper dur de retirer ça. Et l'autre réponse que je donnerais, c'est que en fait, ça va arriver dans ce qu'on va discuter tout à l'heure, mais en fait, la charge qui est là à la maison et que personne ne prend, il va bien falloir que quelqu'un le fasse. Et puisqu'on est face à du coup des femmes qui ont été conditionnées pour penser que c'était à elles de le faire, évidemment, ça va tomber plus naturellement entre guillemets sur les femmes. Donc certains hommes ne demandent que ça, de participer, d'avoir une charge mentale et de le prendre en compte, mais en général, c'est pas eux qui nous disent après tout, j'avais rien demandé. Complètement. Mais en fait, c'est vraiment lié à ça pour les deux. C'est pas pour rien. Et les hommes qui prennent pas en charge leurs responsabilités, etc., c'est pas juste des hommes qui sont méchants. C'est aussi en fait qu'ils ont pas appris qu'ils en étaient capables, qu'on leur a pas montré qu'ils pouvaient tout à fait penser à ça, qu'ils pouvaient tout à fait prendre en charge ce genre de rôle. En fait, on leur a pas appris à s'identifier à ça non plus. Et du coup, on les a empêchés de développer certaines compétences là-dedans. Donc c'est bien plus profond que juste la volonté. Ou que juste, ben, si tu m'as pas spécifiquement, officiellement demandé de faire ça, alors ça veut dire que après tout, c'était à moi de le faire et que c'est moi qui ai choisi ça. Ok, c'est très clair et très cohérent. Moi, j'ai différents chiffres, différentes études pour corréler un petit peu ce que tu dis. Alors déjà, il y a l'Ipsos qui a réalisé une enquête et qui révèle que en fait, euh, 8 femmes sur 10 seraient touchées par des problèmes de charge mentale et parmi elles, 20% d'entre elles déclarent souffrir de manière vraiment trop importante. À côté de ça, il y a aussi une autre étude qui a été faite par l'Observatoire de la santé et du social qui révèle que 75% des femmes ressentent une charge mentale quotidienne contre à peu près 51% des hommes. Donc en fait, déjà, on voit qu'il y a un décalage entre ce que peuvent ressentir les femmes et les hommes. Toi, tu en penses quoi de ces chiffres? Est-ce que de manière générale, on peut vraiment mesurer la charge mentale? Sachant que je pense qu'elle est pas, peut-être pas très juste non plus, cette étude, parce que il faudrait prendre en compte, il faudrait pouvoir mesurer, évidemment, c'est pas possible, pour l'instant en tout cas, mais il y a aussi chez les femmes, du coup, la notion d'inégalité supportable. En fait, comme on vit dans un patriarcat où tout est plus confort pour les hommes, en fait, c'est organisé comme ça, c'est normé, c'est déjà établi, on arrive dans ce monde et c'est comme ça. En fait, on a, en tant que femme, on va minimiser l'inégalité qu'on va subir. Et du coup, quand on dit je me sens un petit peu débordée, en fait, en général, c'est qu'on est très débordé. Donc, je sens que c'est pas tout à fait juste. En fait, c'est beaucoup moins juste que ça. Mais on a tellement intégré le fait que c'est comme ça qu'on va pas réaliser combien c'est inégal ou combien c'est plus difficile. Et du coup, on va avoir tendance à supporter plus que ce qui est possible de supporter, en tout cas plus que ce qu'on va officiellement dire qu'on supporte. Je sais pas si c'est très clair, mais Ok Marine, c'est très clair. Moi, ce que je retiens, c'est qu'une femme n'a pas la même capacité à supporter et à endurer que les hommes, et que du coup, elle a tendance à minimiser aussi, et elle a du coup cette capacité oui, elle endure beaucoup plus de choses en fait. C'est ça. et nous-mêmes, du coup, on va pas se rendre compte, mais par contre, ça va jouer à plein pot sur notre estime de nous, notre santé mentale, etc. Alors super, c'est très clair. C'est hyper clair. Moi, j'ai une petite question aussi encore. Est-ce que tu as deux, trois exemples concrets des scénarios de la vie quotidienne dans lesquels, en fait, on peut se retrouver confronté à cette fameuse charge mentale, Marine? Ouais, alors si je prenais un exemple simple juste pour voir de quoi il s'agit, je dirais par exemple si on va déposer son petit à la crèche. Et j'en profite pour dire que en fait on voit que les hommes ils vont partager les tâches avec les femmes, mais que par exemple les hommes ils vont avoir tendance à choisir des tâches qui les mettent plus en valeur, par exemple déposer l'enfant à la crèche versus laver les toilettes, faire des choses comme ça. Et les femmes elles vont plus faire des tâches qui sont un peu cachées en fait qui se voient pas.
Et donc par exemple, le papa il dépose le petit à la crèche, c'est très bien, c'est très gentil, c'est un bon papa, tout le monde va lui dire bravo et cetera. Mais en fait, pour pouvoir déposer le petit à la crèche, il faut, avoir payé la crèche, avoir réfléchi, à anticiper, les jours de vacances, pas de vacances, les horaires et cetera. Il faut avoir préparé, le sac du bébé et pour préparer le sac du bébé, il faut anticiper ce qui va se passer dans sa journée. Combien de fois il va avoir besoin de manger? Combien de fois il risque de salir ses habits? Est-ce qu'en ce moment il a mal aux dents et qu'il faut lui mettre, son petit gel pour les gencives? Est-ce qu'il a eu son doudou? Est-ce qu'il a besoin de telle ou telle couche? Est-ce qu'en ce moment il a un petit rash, et du coup il a besoin aussi d'une crème pour les fesses? Enfin, ce genre de choses-là, ça c'est la charge mentale qui est liée au fait d'aller juste déposer le petit à la crèche. Après prendre le sac et prendre le bébé et aller jusqu'à la crèche, c'est pas hyper complexe, et ça demande pas d'anticiper beaucoup. Mais du coup, on voit bien que pour une tâche, toute simple, en fait, il fallait en réalité, réfléchir à plein, plein de choses. Mmh. Mmh. Et OK. l'autre chose que je voudrais dire comme exemple, c'est pas tellement reprendre des situations comme ça, mais c'est en fait vous faire réfléchir, vous qui écoutez du coup, à commencer chez vous, en fait. Parce que quand on dit: «Oui, mais moi ça va, mon partenaire, il partage avec moi, j'ai pas trop de charge mentale, après tout, on en a tous» et cetera et cetera. Demandez-vous quand même, est-ce que vraiment vous avez le même temps libre que votre partenaire? Le temps libre, ça veut pas dire du temps où on est dans son bain en train de faire la liste de courses, mais du temps vraiment libre où dans notre tête, on est libre et on n'a qu'une chose à penser. Est-ce que j'ai le même espace mental du coup, l'espace libre pour pouvoir penser à d'autres choses et cetera? Ou est-ce que chez moi c'est surchargé? Il y a aussi le fait chez les femmes qu'elles ont moins accès à leur carrière à cause du patriarcat et de comment ça fonctionne en général dans le système, hem, pour l'accès à l'emploi, aux promotions et cetera et du coup, en général, elles vont être plus à la maison, elles vont avoir plus de travail à temps partiel et cetera et donc on va leur en mettre plus et dire: «Bah, c'est normal, c'est parce que moi je suis à la maison plus souvent, donc c'est normal que je fasse plus», mais en réalité, la charge que vous récupérez en faisant ça, elle est gigantesque. Qui connaît la date du prochain rendez-vous chez le médecin du bébé? Qui connaît la date de l'anniversaire de la grand-mère? Qui pense, au que c'est le dernier jour pour commander le panier bio, et qu'il faut le faire avant telle date? Par exemple, ici, on commande nos paniers le mardi et puis, si on y pense le mercredi, c'est trop tard, on n'a pas notre panier le vendredi. Qui sait à quelle heure la pharmacie ferme et du coup pense que, il faut aller chercher, le Doliprane avant telle heure et cetera? Est-ce que votre partenaire, il sait faire ça? Et l'autre chose que vous pouvez à laquelle vous pouvez réfléchir pour trouver des exemples, c'est, quelles sont les tâches que vous pouvez faire et que votre partenaire peut faire sans vous? Est-ce que vous êtes capable de tout gérer? Ou est-ce que votre partenaire, en fait, il peut gérer des choses que parce que vous devez lui dire les informations principales? Et qu'en fait, il lui en manque plein parce que, la banque de données, elle est dans votre tête à vous. Oui, c'est super important ce que tu dis, Marine, parce que si je dois expliquer étape par étape et donner des instructions, ce n'est plus me retirer en fait de la charge mentale, hein. Je pense qu'on y reviendra un peu plus tard dans la discussion, mais je trouve que c'est hyper important ce que tu viens de dire. Donc, Exactement. ok, top, super intéressant. Moi, j'ai une autre question. Alors, on comprend bien effectivement l'importance de prendre ce problème à bras le corps. Voilà, il en va vraiment de la santé physique et mentale. Moi, j'ai une question à savoir comment on peut identifier les signaux d'alerte, comment on peut voir arriver la charge, enfin, ce risque de charge mentale. Comment on peut le voir arriver, Marine? Identifier que ça déborde, que ça commence à faire trop et que la charge, elle est pas adaptée à votre capacité à la «gérer» entre guillemets. Ce qui veut pas dire que vous êtes pas capable, mais ça veut dire qu'il y en a trop et on verra après comment faire pour changer ça. C'est évidemment tout ce qui a rapport avec l'anxiété. Si vous commencez à avoir une boule au ventre, des troubles du sommeil, l'impression d'étouffer, des espèces de montées de vagues d'angoisse, une tension permanente, être en permanence en train de réfléchir à des listes et jamais s'arrêter, dès que vous vous asseyez, vous vous relevez: «Il faut que je fasse autre chose, qu'est-ce qu'il y a à faire?» et cetera. Avoir envie de s'échapper, ça peut être virtuellement ou physiquement. Alors ça peut être, avoir envie de partir, d'aller ailleurs, mais aussi, s'échapper en scrollant sur Instagram, en essayant de penser à autre chose parce que c'est trop dur d'être dans notre quotidien, ça nous pèse trop. Déconnecter de ses besoins primaires, comme sauter un repas, oublier de boire, faire des nuits trop courtes parce que, il y a trop de choses à gérer, ça vous empêche de dormir. Mhm. Difficulté à gérer vos émotions, crier sur vos enfants, avoir souvent envie de pleurer, manquer de patience, vous sentir coupable, ce genre de choses-là. Et la perte de plaisir. Plus avoir du plaisir, dans les loisirs, dans le quotidien, dans des choses qu'on faisait, perdre, notre libido aussi. C'est un signe qui est, hyper fréquent et qui est pas anodin. C'est pas normal de pas avoir de libido quand on est une femme. C'est pas parce que les hommes, en ont plus et qu'eux, ils ont plus de besoins. C'est pas vrai. Si on est en bonne santé physique et mentale, on est censé avoir une bonne libido.
Perdre sa libido, c'est pas quelque chose de normal qui arrive juste parce qu'on a eu un enfant ou juste parce que c'est le quotidien. Souvent, c'est aussi un des premiers signes en fait qui est lié à ça et qu'on va minimiser, ou en général, ce qu'on va faire quand on est une femme, on va culpabiliser parce qu'on répond plus aux besoins de notre mari, alors que c'est bien plus profond que ça. Et c'est important de savoir s'écouter dans ces moments-là et de repérer ce qui va pas. Ok, en tout cas, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que vraiment cette charge mentale, c'est vraiment un réel problème de société qui a des vraies conséquences au niveau de la santé physique et mentale. Et c'est vraiment, comment dirais-je, il y a un réel retentissement en fait sur différents aspects de la vie. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment quelque chose à retenir, c'est super important. Là, tu viens d'évoquer en fait les différents signaux d'alerte, donc les prémices, comment on peut le voir arriver. Mais je pense qu'on peut aussi parler des conséquences. Moi, c'est vrai qu'en tant que naturopathe, j'ai une vision holistique et préventive des pathologies, etc. Et c'est vrai que les conséquences qui peuvent survenir autour de cette problématique de charge mentale, ça peut être des conséquences liées au sommeil, ça peut être effectivement lié au stress. C'est vraiment un problème qu'il faut prendre en considération, je pense. Et ça vaut vraiment le coup d'y prêter attention et d'agir au plus vite. Exactement, exactement. Il faut pas attendre que vous en puissiez plus pour vous dire là, il y a quelque chose à changer. C'est dès les premiers signes, c'est le moment de se dire ok, je m'arrête et puis je vais aller réfléchir un peu à ce que je peux faire maintenant pour que ça change, parce que je mérite de vivre autrement. Alors moi, Marine, moi je t'ai connue à travers les réseaux sociaux et j'ai tout de suite accroché à ta façon à la manière dont tu évoques en fait ces problèmes-là. Et c'est vrai que la charge mentale, je sais que c'est un de tes sujets de prédilection, un de tes nombreux sujets de prédilection, si je puis dire. Et toi, tu as identifié 3 erreurs fréquentes qui empêchent d'avancer et de sortir de cette charge mentale. Est-ce que tu peux nous les partager, s'il te plaît, Marine? Ouais. En fait, souvent, quand on a de la charge mentale, on va aller faire une recherche Google ou demander des conseils, ou en général, on va nous en donner si on commence à s'en plaindre dans notre entourage. Et j'ai remarqué qu'il y avait 3 bons conseils, entre guillemets, qui sont mauvais, qui fonctionnent pas et qui vont vous empêcher d'évoluer et aller chercher la solution là où elle est pas. La première chose, en général, qu'on dit, c'est que tu devrais alléger ta charge mentale. Il suffit de lâcher prise, il suffit de faire moins, t'en demandes trop, tu devrais te détendre et puis juste en faire moins et enlever des choses. Bien sûr, si vous vous rendez compte que vous êtes hyper perfectionniste, hyper maniaque, etc., peut-être que vous pouvez enlever un petit peu, peut-être que vous pouvez une fois de temps en temps faire un repas tout prêt, si vous avez l'habitude de faire tout le temps à manger vous-même, peut-être qu'il y a des petites choses comme ça que vous pouvez enlever, mais la plupart du temps, la charge mentale, elle n'est pas allégeable parce que elle est remplie de choses primordiales dont on peut pas se passer. On peut pas arrêter de donner du lait à notre enfant, on peut pas arrêter d'aller acheter des couches, on peut pas ne pas faire les courses. Enfin, en fait, il y a plein de choses comme ça qui sont pas allégeables. Il faut rendre le document avec les sous pour telle sortie scolaire, etc. Toutes ces choses-là, elles vont pas s'enlever, en fait. Donc, croire qu'il faut alléger, c'est en fait ne pas se rendre compte que même la charge mentale de base, minimum, elle est déjà énorme à porter seule. Et donc, ce sera pas la solution parce que ce sera pas suffisant. Et en plus de ça, évidemment, ça invalide ce que vous ressentez et le fait que vous vous sentiez débordé. C'est comme si c'est parce que vous en mettiez trop que ça allait pas bien, alors que évidemment, ce serait si simple. Ça, c'est vraiment une des premières erreurs dans laquelle il faut pas tomber, à mon avis. Et en plus, moi, je trouve que c'est un discours hyper culpabilisant dans un contexte qui est Exactement. déjà hyper culpabilisant. Et voilà, c'est pas top du tout. Et du coup, c'est quoi la deuxième erreur, Marine? La deuxième erreur, en général, c'est déléguer. On va vous dire, ah, mais il suffit de déléguer. Ah, il suffisait de me le dire. Il faut te dire à ton mari ce qu'il faut. T'as qu'à faire une liste sur le frigo. T'as qu'à lui envoyer un texto. Moi, j'ai déjà eu des patientes avec des maris qui appelaient pendant qu'elles étaient au travail en disant, ah, je suis devant le rayon pâtes, mais c'est quoi déjà la marque de pâtes qu'on prend? Est-ce que je devrais acheter ça? Et en fait, voilà, vraiment, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, réfléchissez à ce que votre partenaire peut faire sans vous, sans votre avis, sans vos informations, parce qu'en fait, avoir la charge mentale de faire les courses, c'est aussi savoir quoi choisir, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce que le petit il digère ou pas, qu'est-ce qu'on prend en ce moment, enfin ce genre de choses, quoi. Donc déléguer, ça gère l'exécution, mais si vous vous rappelez au début, je vous ai dit la charge mentale, c'est pas un problème d'exécution, c'est un problème de planification, d'anticipation. Du coup, quand vous déléguez, vous n'êtes pas du tout en train d'alléger votre charge mentale, et en général, ça vous en rajoute parce que du coup, il faut gérer les autres et il faut gérer est-ce que les autres vont le faire comme il faut. Exactement. Je lui ai dit que c'était mardi qu'il fallait confirmer le panier, mais est-ce que vraiment il l'a fait? Il va falloir que j'aille vérifier parce que j'ai pas envie de me retrouver sans panier de légumes vendredi. Vous voyez le genre? Et en fait, on finit du coup par micromanager tout le monde. Et en plus, on se sent coupable, encore une fois, de pas se sentir reposé malgré tout. J'ai délégué, je me sens toujours pas bien. Tiens, c'est bizarre, on m'avait dit de faire ça. J'ai dit à tout le monde ce qu'il devait faire, j'ai fait des listes de tâches à tout le monde, mais il y a rien qui marche. Parce que c'est pas la solution.
Et bien sûr, là-dedans, il y a culpabiliser, se dire que en fait, c'est de notre faute. Par exemple, personne te force, tu choisis d'en faire trop, laisse-lui la place. Tant pis si ils sont pas contents, t'as qu'à juste te faire passer en priorité et lâcher. Si t'en fais autant, c'est parce qu'en fait, c'est ce que tu veux. C'est peut-être que toi, tu t'en sors pas. Ça, en fait, c'est vraiment considérer que la charge mentale, c'est un problème de femme. C'est pas parce qu'elle repose sur les femmes que ça en fait un problème de femme. C'est un problème de société, c'est un problème de patriarcat. Et le rôle des hommes, le rôle de l'éducation des hommes, de se remettre en question, etc., il est là. Il est vraiment hyper important. Et du coup, continuer de dire que c'est que les femmes qui ont un problème et que elles ont qu'à juste se comporter mieux ou trouver des solutions, c'est encore une fois leur faire porter une charge et une culpabilité qui est pas nécessaire et qui est pas juste. Donc, à chaque fois qu'on répond à quelqu'un comme ça, en culpabilisant, en fait, on va juste rajouter de la charge mentale, rajouter du stress à quelqu'un qui en peut déjà plus. Et surtout, le plus important, c'est que ça sert à rien. Ça ne sert pas à faire changer les choses, ça ne fait pas avancer parce que le problème, c'est pas ça. C'est pas qu'elle veut avoir une charge mentale, c'est pas qu'elle en demande trop, c'est simplement que elle est pas aidée là-dedans. Ok, super Marine, merci pour ces conseils. Alors, on a évoqué en fait la définition de la charge mentale, tout ce que ça engendre dans la société et dans la vie de la femme. On a vu ensemble les différents signaux d'alerte et les conséquences que ça peut avoir dans la santé physique et mentale de la femme. Je pense maintenant qu'il est temps d'apporter un peu de lueur d'espoir en livrant quelques conseils concrets pour sortir de cette fameuse charge mentale qui toucherait, selon l'Ipsos, 8 femmes sur 10. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller, Marine? Bien sûr. La première solution, c'est vraiment de répartir. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de formule magique qui dit que une femme peut porter tout ça et se sentir bien. C'est faux. Donc la première solution, la plus importante, c'est vraiment de répartir la charge mentale. Elle n'est pas compressible, on l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas enlever beaucoup de choses. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est la partager. On peut repositionner les choses et au lieu d'avoir tout dans son sac à dos, prendre tous les deux la responsabilité de tout ce qu'il y a comme charge dans cette famille et dire ok, moi je prends ma part, toi tu prends ta part, voilà comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait. Et du coup, ça veut dire que les hommes doivent prendre leurs responsabilités et pas attendre qu'on répartisse pour eux, qu'on leur dise ce qu'il faut faire, etc. Mais c'est dire, en tant qu'homme, comment moi je participe à ça en fait. Donc c'est ça, la deuxième solution, c'est en fait s'éduquer. Prendre du recul pour avoir un petit peu, en anglais on dit the bigger picture, mais vraiment de regarder un peu l'image, la plus grande image de plus loin, quoi, et se dire, qu'est-ce qui se passe en fait là-dedans? D'où vient le problème dans ma famille? Là, dans cette famille, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi ma femme, elle se retrouve avec une charge mentale comme ça? Comment moi j'y participe? Est-ce que en fait, j'ai même pas d'agenda parce que je lui demande tout le temps l'info? Est-ce que je compte toujours sur elle pour penser à tout et j'y ai jamais pensé? Comment moi je fais pour participer à ça? Et de la même manière, du coup, les femmes, vous pouvez réfléchir aussi. Comment j'y participe? Comment tous les deux on s'est mis dans cette espèce d'ancrage où le rôle de l'un encourage le rôle de l'autre, et puis du coup, il y en a un qui prend toutes les responsabilités, un qui en prend moins, etc. Repérer nos conditionnements, c'est ce que je disais tout à l'heure, repérer comment on a été construite et construit, comment ça agit sur nos comportements, les injonctions qui font qu'on se retrouve là aujourd'hui en tant qu'homme ou en tant que femme. Je vais vous donner tout à l'heure, je sais pas si on pourra le mettre dans la description, peut-être des livres, des ressources. Oui, Il y a aussi le compte Instagram Tapensea qui est super à propos de la charge mentale, il est vraiment génial. Et son auteur, elle a fait un super bouquin aussi là-dessus. Donc, je vous mettrai toutes les ressources. Il y a plein de livres aussi pour aller plus loin en tant que femme sur ces choses-là. C'est vraiment important parce que ça nous permet de nous désidentifier. Ça veut dire de ne pas croire que c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça que ça doit être. Mais de reprendre un petit peu plus de pouvoir sur nos décisions en regardant comment ça s'est construit et comment du coup on peut sortir de là. Et quels autres choix en réalité on aurait pu faire qui nous semblaient impossibles simplement parce que c'était pas la référence qu'on avait jusqu'ici. Donc ça, c'est vraiment important. S'éduquer, répartir. Et la dernière, c'est travailler sur soi. Faire de l'introspection, aller travailler sur ses modèles, ses schémas familiers, ses sous-personnalités, repérer les signes d'alerte, etc. Réussir à travailler sur qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma famille. Ça, c'est plutôt du travail qu'on va faire en thérapie, mais il y a aussi plein de moyens de commencer à réfléchir tout seul et avancer là-dessus. Comment je me suis retrouvée comme ça? Pourquoi j'en suis là aujourd'hui? Pourquoi j'ai choisi tel type de partenaire? Pourquoi je joue tel rôle dans la famille? Et aller repérer comme ça ce qu'on peut changer petit à petit en allant voir ce qu'il y a au fond de nous qui nous a menés à cette situation-là. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution toute prête. Ça va vous demander de vraiment vous asseoir avec votre partenaire, regarder réellement pour chaque tâche
quelle est la charge mentale qui est liée à ça, et vous pouvez le faire au surligneur, surligner, moi, je prends ça, toi tu fais ça, pour déjà faire l'état des lieux un petit peu de votre famille, et ensuite voir comment vous pouvez redistribuer ça. En laissant encore une fois la responsabilité à chacun. Il s'agit pas de faire ça toute seule et puis d'aller dire à son mari ensuite voilà, c'est ça la partie que tu dois faire. C'est vraiment un changement de posture qui va faire que ça va pouvoir changer. Bah, Et évidemment là-dedans, se laisser le temps d'évoluer, de progresser, de réessayer. Ok, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est hyper important de faire cette distinction parce que déléguer, c'est pas répartir les tâches. Donc vraiment, cette distinction entre déléguer et répartir les tâches, c'est vraiment crucial, je pense, de la comprendre. C'est pas du tout la même chose. Dans l'un des cas, en fait, effectivement, on est toujours dans le même schéma de charge mentale, et dans le deuxième cas, bah, on en sort. Donc c'est hyper important, en fait, cette nuance. Donc voilà, je tenais à rebondir là-dessus. Oui. Ok, finalement, on comprend que c'est beaucoup plus profond qu'on pourrait que ce qu'on pourrait croire. Moi, j'ai bien aimé la partie effectivement sur ce travail d'introspection, parce que finalement, il y a toujours des choses à régler avec soi-même. Donc concrètement, Marine, toi, comment tu accompagnes en consultation sur ces sujets-là? En consultation, du coup, la première chose qu'on va faire, c'est aller regarder comment, alors moi, comment on s'est construit, comment on a construit notre personnalité, mais moi, j'appelle ça souvent comment votre cerveau s'est construit, parce qu'en fait, c'est pas juste des concepts flottants dans notre tête, c'est des réelles connexions cérébrales, en fait. Du coup, c'est important d'aller regarder comment on s'est construite, comment on s'est protégé quand on était enfant pour être en sécurité affective, et comment ce mécanisme-là nous a mené ensuite à avoir tel type de comportement dans notre couple, par exemple, et en général. Très souvent, quand on est en mode burn-out, grosse charge mentale, etc., on retrouve des personnes qui ont eu des modèles où en fait elles avaient appris à nier ou à minimiser leurs besoins pour se sentir aimées et validées. On va les féliciter pour avoir aidé les autres, on va les féliciter pour ne pas avoir écouté leurs besoins et pour avoir pris sur elles, ou au contraire, on va les humilier ou les faire culpabiliser quand elles pensent à elles, quand elles essayent de se faire passer en priorité, quand elles essayent de dire qu'elles ont besoin de quelque chose ou de poser un peu des limites. Et du coup, quand on travaille là-dessus, on peut regarder un petit peu ensuite les relations qui étaient en place dans notre famille et comment nous, on a construit nos enjeux relationnels ensuite dans notre vie, les ancrages potentiels. L'ancrage, c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, en fait, moi, je me sens en sécurité et digne d'amour que quand je prends toutes les responsabilités et que je prends tout le temps sur moi, dans ce qu'on appellerait en analyse transactionnelle le parent nourricier, un peu la personne qui va anticiper les besoins des autres, prendre sur elle, etc. Comme quand j'étais enfant, on m'a dit que je méritais d'être aimée dans ce rôle-là, je vais continuer à le reproduire et je vais aller dans des relations où je vais pouvoir jouer ça parce que ça me rassure, ça me dit que je suis une bonne personne et que je mérite qu'on m'aime et que je suis quelqu'un de bien. Et quand je vais faire ça, en général, je vais aller trouver un partenaire qui, lui, va pas prendre de responsabilité. Comme ça me sécurise, moi, dans ce rôle-là. Je peux rejouer en permanence ce rôle. Et puis, à côté de lui, j'ai toujours l'air mieux. Moi, j'ai pris sur moi. Moi, j'ai fait toutes ces choses-là. Bien sûr, au bout d'un moment, ça nous rend malheureux parce qu'on n'est pas fait pour développer que une partie de notre sous-personnalité. Et en fait, l'autre personne, du coup, il va se dire, vu que ma partenaire, elle prend toutes les responsabilités, j'ai pas besoin de le faire. Donc, elle en prend moins. Et vu qu'elle en prend moins, nous, on va dire, du coup, moi, je vais en prendre plus parce que lui, il fait rien. En fait, puisqu'il fait rien, moi, j'en fais plus. Puisque j'en fais plus, lui, il fait rien. Et c'est ça que j'appelle l'ancrage. C'est cette espèce de cercle vicieux qui fait que le rôle de l'un entraîne le rôle de l'autre. Et c'est super intéressant de découvrir ça parce qu'en fait, évidemment, on va pouvoir travailler sur comment sortir de ces rôles-là, comment sortir de ces ancrages-là, comment développer d'autres parties de notre personnalité, comment sécuriser aussi notre estime de nous pour pas avoir peur de plus mériter l'amour si on s'occupe un peu plus de nous, si on est un peu plus égoïste, etc. Comment faire pour rester gentil mais prendre soin de nous quand même. Et du coup, c'est important d'apprendre à fonctionner comme ça. Parce que notre cerveau, il est câblé pour la survie, il a plein de mécanismes automatiques qui sont très pratiques pour ça, mais on n'est pas câblé pour être épanoui et être heureux. Ça, c'est un recablage qu'on va devoir faire nous-mêmes. Donc, moi, je travaille aussi beaucoup avec des fiches PDF, des exercices, etc. Parce que l'idée, c'est vraiment d'aller repérer ce qui s'est passé et comment on s'est construit, mais c'est une thérapie orientée vers la solution, donc c'est très très vite de passer à maintenant, qu'est-ce que ça fait dans ma vie ? Qu'est-ce qui me gêne, qu'est-ce que je veux changer et comment faire surtout pour que ça change. Et du coup, on va pratiquer une sorte de petite gymnastique en fait avec notre cerveau pour aller recabler vers des schémas, des croyances, des modes de fonctionnement qui sont plus bénéfiques pour nous. D'accord. Bien sûr, là-dedans, il y a tout le travail sur la communication, développer sa fidélité à soi, réussir à développer son assertivité, etc., qu'on va faire aussi en parallèle. Tout un programme. Oui. En tout cas, c'est hyper intéressant. Moi, j'adore ces sujets et je trouve vraiment que tu les, comment dirais-je, je trouve que tu les vulgarises extrêmement bien.
En tout cas, ça donne envie d'être accompagné par toi. D'ailleurs, concrètement, si on veut profiter de tes services, comment on fait? Où est-ce qu'on peut te trouver, Marine? Alors, on peut me trouver sur mon site internet, du coup, marine-vambre.fr avec un W, mais je pense que tu mettras le lien en description. Je suis aussi sur Instagram et sur YouTube avec le pseudo Empowerment Therapy. Et si vous êtes au Portugal, je suis expatriée au Portugal, donc vous pouvez avoir une chance au centre du Portugal d'avoir une consultation en présentiel, mais sinon, tout se fait en visio sur Zoom, directement depuis mon site internet. Oui, et ça marche très très bien aussi la visio. Ouais, c'est super. Ok, super. Merci Marine pour ce temps accordé. On arrive à la fin de ce podcast, à la fin de cette discussion sur la charge mentale. On a vu que c'est un sujet crucial vraiment dans notre vie de femme, dans notre vie quotidienne. Et on a vu, en fait, on a exploré sa définition, comment elle s'installe progressivement, les causes profondes de cette charge mentale. On a pu évoquer les multiples conséquences qu'elle peut avoir sur notre bien-être. Mais surtout, tu nous as partagé de précieux conseils pour alléger cette charge mentale et retrouver un équilibre. Comprendre la charge mentale, c'est déjà faire un grand pas vers la prise de conscience, je pense. Et effectivement, savoir identifier ses sources et ses manifestations permet de mieux la gérer. Alors, il ne faut pas oublier que l'écoute de soi, la communication ouverte avec son entourage et la mise en place de stratégies en termes de gestion du temps, de gestion des tâches, peuvent vraiment faire la différence. On espère vraiment que cet épisode vous a plu, vous a apporté des éclairages utiles et des pistes d'action concrètes. N'hésitez pas à aller voir le site de Marine. De toute façon, je mets toutes les informations sous l'audio. Et voilà, donc la charge mentale, c'est vraiment un défi de taille, c'est vraiment un défi de société, mais avec les bonnes ressources et un bon soutien, il est tout à fait possible de la surmonter. Oui. Avec plaisir, vraiment. Et je voudrais ajouter pour la fin que même si, bien sûr, on voit bien qu'il y a plein de choses, plein de couches et que ça demande quand même un peu de travail, c'est pas des choses qui sont insurmontables pourvu qu'on s'y mette un peu. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager cet épisode avec les personnes de votre entourage qui pourraient ainsi en bénéficier. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, et ainsi bénéficier de conseils utiles et pratiques pour votre santé et bien-être. À bientôt sur Équilibre pour un prochain épisode où nous continuerons à explorer des sujets essentiels pour le bien-être et l'épanouissement de la femme. Prenez soin de vous avec Équilibre.